cette séquence, enfin on va plutôt clôturer cette journée avec, évidemment comme c'est d'usage dans une chaire universitaire, on va parler un peu formation. Donc ce que me disaient les intervenantes, c'est que beaucoup de choses avaient déjà été dites. Et donc, je pense qu'on sera sur des interventions assez brèves pour permettre d'avoir un panorama des différentes formations qui peuvent être proposées à l'Université de Corse et à l'Université Clermont-Auvergne. Et ensuite, donc, on finira par une synthèse. Donc, présentation des travaux de l'école de design Nantes Atlantique, donc en mode gigamapping. On va voir un peu ce que ça peut donner. Et je crois que Laurent Mériade, qui fait la conclusion, en fait, va s'appuyer, hein, c'est ça Laurent, tu me dis si je me trompe, tu vas t'appuyer sans doute sur les éléments de cartographie, vous êtes en train de vous coordonner, proposés par les étudiants. Et voilà, on vous remercie d'ailleurs d'avoir contribué à ça. Et on aura le plaisir également, j'ai vu Jean-Félix Aquavive qui nous fera un petit témoignage, si j'ose dire, parce qu'il a été auditeur silencieux aujourd'hui, mais a accepté de venir nous amener un petit complément, un petit regard sur ce qu'il a pu entendre. Alors, je vais d'abord peut-être laisser la parole à Élodie Guinoiseau. Alors pourquoi je fais parler Élodie en premier? C'est parce que on se connaît avec Élodie. En fait, j'ai le plaisir d'enseigner dans son master ingénierie de la santé et aide à la personne à l'université de Corse. Et c'est vrai que Élodie, tu m'en parles souvent de ce métier de coordination. Enfin, tu m'en parlais souvent quand on parlait de ta maquette pédagogique. Et voilà, donc c'est une formation nouvelle qui est basée sur quoi et qui répond à quels besoins? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ben déjà, je vous remercie d'avoir organisé cette journée de rencontre. J'aurais bien aimé qu'il existe ça il y a 4 ans, donc pour pouvoir trouver tous les acteurs avec lesquels j'allais devoir interagir pour monter cette belle formation qui est le master ingénierie de la santé et de la personne. Alors effectivement, nous avons construit cette formation il y a 4 ans pour répondre à un besoin, donc des besoins territoriaux dont on a fait un petit peu part toute la journée au cours des différents débats. Un des principaux acteurs avec lesquels j'ai échangé au tout début, notamment pour le mettre en place en Corse, c'est Monsieur Pierre, donc qui est là. D'ailleurs, il y a beaucoup des acteurs du master qui sont là, comptés par toi aussi, Florent, qui sont présents dans la salle et qui interviennent dans la formation. Donc, à l'heure actuelle, voilà, quand on essaie de construire des formations, on les veut de plus en plus pluridisciplinaires et transversales pour que les futurs diplômés soient polyvalents, donc acquièrent diverses compétences. Et donc, ce qu'on fait souvent, effectivement, c'est qu'on va réfléchir je dirais, à l'inverse, c'est-à-dire on va partir des compétences dont dont on a besoin sur le terrain, donc ce qui a été fait, pour pouvoir donc justement voir mobiliser quels sont les éléments, donc les contenus pédagogiques qui vont être nécessaires donc pour pouvoir justement former ces futurs diplômés. Concernant le master ingénierie de la santé et aide à la personne, donc il y a l'aide à la personne, donc la perte d'autonomie des personnes, notamment des personnes vieillissantes. C'est axé donc sur les personnes vieillissantes. Pourquoi? Parce que quand on avait fait un petit peu le constat, il y a 4 ans de ça, et c'est un peu toujours d'actualité, la Corse est l'une des régions les plus vieillissantes de France par rapport à tout ce qui a déjà été évoqué. La topographie un peu particulière de la Corse, avec beaucoup de villages, de régions isolées. La désertification médicale, bien sûr, qui a d'ailleurs un problème national. Donc, l'ensemble de ces éléments nous ont donc orientés vers justement comment est-ce qu'on pourrait former des personnes qui pourraient assurer la prise en charge, donc de la coordination de ces fameux parcours de soins dont on a parlé toute la journée. Et donc, on a construit une formation très pluridisciplinaire avec donc une première année
qui va se décliner donc autour justement de la connaissance du vieillissement sous tous ses aspects. Je regarde mes étudiants. Sous tous ces aspects, donc psychologiques, sociétaux, physiologiques, parce que bien évidemment, encore faut-il pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe donc, dans le cadre dans le cadre donc d'un fonctionnement physiologique normal puis pathologique, quels sont les dysfonctionnements qui arrivent, mieux les comprendre pour mieux pouvoir les gérer. Encore faut-il aussi avoir un petit peu de notions déontologiques, comme on en a parlé, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, jusqu'où on peut aller. Comprendre également les aspects, donc tout ce qui tourne autour, par exemple, de l'éducation thérapeutique du patient, dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire mettre le patient au cœur justement de sa santé. Donc tous ces aspects-là sont abordés au cours de la formation. On parle beaucoup donc du vieillissement, des maladies chroniques qui sont associées à ce vieillissement. Et on aborde aussi également la question des aidants. On en a encore parlé tout à l'heure, parce que bien évidemment, donc il y a ça aussi à prendre en compte donc dans la prise en charge d'une personne âgée. Donc voilà, tous ces aspects autour donc de la personne en perte d'autonomie vieillissante sont déclinés en première année pour qu'ils puissent acquérir en fait un socle de connaissances très pluridisciplinaire. Et on va injecter en deuxième année des notions d'ingénierie. Donc c'est à ce moment-là que va intervenir de l'informatique médicale, comment est-ce qu'on peut justement gérer le traitement des données, des initiations à la télémédecine, l'e-santé, tout le système numérique autour donc, de cette prise en charge donc, des personnes dépendantes. On va également donc, injecter des notions, tout ce qui est en lien avec l'habitat intelligent, puisqu'il faut pouvoir encore adapter justement les habitats donc, aux personnes qui sont dépendantes. Et on va également, donc, bien sûr, tout au long d'une UE, donc assez volumineuse, essayer de mailler donc, en fait, tous ces besoins en lien avec le territoire, donc des acteurs importants du territoire, donc notamment donc, tous les intervenants de l'ARS qui sont présents, qui interviennent donc, dans la formation justement pour harmoniser et faire comprendre un petit peu comment cela fonctionne au niveau territorial, puisqu'on a bien compris qu'il faut pouvoir décliner des réponses adaptées au territoire. Et donc, voilà comment on a construit. Donc, tu interviens bien sûr en deuxième année pour aussi développer des projets innovants, puisque le but, c'est ça, c'est ensuite qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution une fois qu'on a bien pris connaissance de l'environnement sous tous ses aspects, du vieillissement et de la perte d'autonomie. Quels sont les projets novateurs qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir apporter des solutions, comme on en a parlé cet après-midi. Et Élodie, dernière question, quelle est l'insertion de tes étudiants et étudiantes? Alors, mes étudiants donc, sont des étudiants donc, qui sont formés à un niveau Bac+5. Donc, le but, c'est de pouvoir former des coordonnateurs donc, de parcours de santé, des animateurs territoriaux, des chargés de mission et d'études, de projets. Donc, ça peut être aussi des étudiants qui veulent se diriger dans la création donc, d'entreprises. J'en ai un qui est là dans la salle. Donc, voilà, pour pouvoir. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Donc, on apporte plusieurs compétences pour qu'ils puissent donc évoluer dans ces différents domaines. Donc, ils peuvent être insérés dans des structures. D'ailleurs, j'ai fait quand même un feedback sur mes anciens étudiants. Il y en a plusieurs qui sont intégrés donc dans à l'ARS, donc voilà, à la collectivité, donc également dans des associations donc d'aide et de soins à domicile. Donc voilà, globalement un petit peu les profils que l'on forme à l'université. Et parfois des infirmiers aussi qui cherchent à diversifier les pratiques. Alors le profil entrant en fait des étudiants est assez hétérogène, puisqu'effectivement c'est un master qui est ouvert à des étudiants donc de la licence infirmière, donc Alexis qui est là, Mélodine qui est là également, qui viennent donc qui sont des infirmiers qui ont fait cette formation. Donc, c'est-à-dire en continuité d'études. Ça peut être aussi des licences qui proviennent de différentes, enfin, des étudiants provenant de différentes, qui ont des licences donc de différents profils, sciences et santé, mais également éco-gestion, STAPS. Voilà, donc en fait, c'est vraiment très hétérogène. Et on a aussi la possibilité de pouvoir accéder à la formation par le biais de la validation des acquis professionnels. Donc, j'ai également des professionnels donc, en fait, qui souhaitent se former, donc, qui peuvent intégrer la formation. Merci pour cette présentation. Donc, on voit que ça bouge à ce niveau-là. Je vais laisser la parole aussi à Corinne Rochette, puisqu'on est sur un dialogue Corse-Auvergne. Corinne, donc peut-être un mot, on en a évidemment beaucoup parlé, on a évoqué beaucoup de choses au niveau formation, au niveau recherche également, qu'est-ce qui est développé? Alors, je peux mettre ma casquette là un peu plus de responsable de formation que j'ai été ou d'équipe pédagogique.
Après, bon, il y a deux choses. Il y a tout ce qu'on a évoqué autour de la transformation des métiers qui peuvent être en lien entre la thématique de la journée qui était santé et territoire. Donc il y a des choses qui viennent d'être évoquées, il y a toutes les formations autour aussi de la géographie de la santé, de l'économie de la santé, mais qui sont des choses finalement assez communes, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire des choses qu'on a déjà depuis quelques années. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment peuvent émerger de nouvelles formations. Et moi, j'ai pris quelques notes là au cours de la journée de se dire, est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce qu'on va vers des formations diplômantes, c'est-à-dire qu'on construit des nouvelles formations, on réinvente des contenus vers des nouveaux métiers émergents, avec de nouvelles compétences aussi à réinventer probablement. Et ça peut être des formations autour de, ça a été un petit peu dit, du data. Hein. On voit bien qu'il y a quand même des enjeux majeurs autour du data et du data en santé. Hein. Pour le coup, le partage, les interfaces, alors je ne suis pas informaticienne du tout, hein, mais que nos technologies dialoguent. Hein. Je regarde Paul-Antoine qui est plus pertinent, bien évidemment, que moi sur cette question. Donc il y a tout ce qui est autour du data en santé, sûrement des choses à construire, et on voit qu'il y a un enjeu absolument majeur autour de ça. Il y a quelque chose qui est aussi une forme de mise en tension. D'un côté, on nous demande finalement, dans la manière dont notre monde évolue, notre société évolue, d'avoir une approche qui est finalement assez globale. Globale dans le sens où il faut tisser ces liens entre une multitude d'acteurs, multitude d'intervenants, parce qu'on est dans cette approche, on l'a dit, hein, de santé globale aujourd'hui, et qu'on n'a pas la vision uniquement sur la pathologie et le patient, voilà, enfin l'entrée par la pathologie. Donc on a besoin de développer cette vision globale. Nous, dans les diplômes que l'on a portés, hein, que ce soit pour le coup en management public, on avait un diplôme en management public, on sensibilisait dans notre master les étudiants aux problématiques de santé pour justement qu'ils comprennent un petit peu quels sont les acteurs, les structures qui gravitent dans cet écosystème, et que lorsqu'ils seraient en poste, eux, dans des collectivités, qu'ils sachent finalement à qui s'adresser. Ou dans notre master, par exemple, management des organisations médico-sociales et de santé, qu'on a en fait articulé avec l'Institut de formation des cadres de santé, on aborde aussi ces approches plus globales pour donner une vision de la manière dont évolue l'écosystème et notre société de façon générale. Mais en même temps, on a, et on le dit, on a la nécessité d'avoir des prises en charge qui sont de plus en plus personnalisées. Et là, on a aussi besoin d'autres compétences, qui peuvent être des compétences sur le décryptage du comportement de nos patients. Par exemple, pourquoi notre patient, je ne sais pas, il va ou ne va pas voir son médecin, pourquoi il a des comportements qui sont délétères pour sa santé, comment on peut l'éduquer, l'accompagner. Donc après, il y a tout ce qui a été évoqué, hein, le volet de l'éducation thérapeutique, mais aussi on peut s'inspirer des sciences comportementales pour décrypter justement les facteurs qui peuvent expliquer les comportements d'un patient lambda. Et là, on va vers quoi? Vers une approche qui est hyper personnalisée, qui exige aussi des compétences d'ordre de la psychosociologie, par exemple, pour comprendre plus précisément ce patient. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si simple, parce que d'un côté, on nous demande d'avoir une vision globale et de développer des formations qui permettent de comprendre. Mais en même temps, quand on est sur le terrain, on va aussi vers des approches de plus en plus individualisées, personnalisées. Donc, pour conclure, j'y voyais ça, hein, donc le data, cette approche globale, les prises en charge personnalisées, qui a été la question de la coordination, qui a été très largement abordée, qui est absolument centrale, même si on a fait beaucoup de progrès avec tous les métiers autour de la coordination, que ce soit bien sûr les infirmières de coordination, mais déjà depuis quelques années, ou les case managers dont on pourrait largement s'inspirer, ou les nurses de navigation, si on s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis, par exemple. Donc il y a aussi tous ces métiers où, comme on l'évoquait, les assistants communautaires, tu disais, hein, Sébastien, tout à l'heure, hein, qui était assistant de santé communautaire, dont on pourrait s'inspirer au Québec. Et puis après, il y a tout aussi la question que nous, université, nous pouvons contribuer à promouvoir, si on peut dire, qui est la question de l'appropriation de ces nouvelles façons de faire. Donc, il y a toute une acculturation des professionnels de santé, mais pas que.
Parce que finalement, en tant qu'universitaire, nous avons des étudiants devant nous qui peuvent aussi prendre en charge leur santé, mieux comprendre comment et mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre environnement en termes de santé. On a parlé un petit peu de santé au travail. Il y a des choses aussi à faire autour de ça, par exemple. Donc, bref, tout ça pour dire que oui, on peut monter des nouvelles formations diplômantes avec l'émergence de nouveaux métiers, mais on peut aussi tout simplement, dans tous les diplômes que l'on a, semer des petites graines autour de la santé et des enjeux de la santé. Voilà. Pour effectivement dans les silos universitaires, parce qu'il y a aussi des silos à l'université à ce qui paraît, et donc c'est pas forcément évident de dépasser ces silos. Et justement, je vais passer la parole à Liliane Berti, qui est co-directrice de l'Institut universitaire de santé à l'université de Corse. Et donc justement, ça c'est peut-être un levier aussi, ces instituts universitaires de santé. Oui, en fait, bon, merci. L'Institut universitaire de santé, donc au départ, on a commencé, c'était un département de santé et on a commencé avec la création de la première année de médecine en 2004. Donc au départ, en partenariat avec Marseille, Nice et Paris Descartes. Et ensuite, on s'est un peu plus développé et donc sont arrivées les nouvelles réformes et donc on a introduit la pharmacie, on a introduit la kinésithérapie, je dirais assez difficilement quand même pour la kinésithérapie. Le partenariat s'est étendu donc à l'Université de Paris, puis à l'Université de Montpellier. Donc on fait ça depuis 2004 en formation initiale la première année. Ce que je veux dire, c'est que ça a permis, alors à l'heure actuelle, soit formés, soit en cours de formation, on est quand même à plus de 365 étudiants qui suivent les cours dans les universités partenaires ou qui sont diplômés déjà. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait la preuve que cette formation marchait bien, parce que nos objectifs, c'était déjà de permettre aux jeunes de faire leurs études sur place dans le domaine de la santé, de ne pas partir immédiatement après le bac pour faire face à un concours difficile, mais aussi d'endiguer le phénomène de désertification qui se produit en Corse comme ailleurs. Donc notre idée maintenant, c'est d'avoir un cycle complet en première année de médecine. J'insiste bien de médecine parce qu'il nous faut quand même un effectif suffisant pour pouvoir monter ça. Et on pensait faire ça en partenariat avec Marseille et Nice au départ, avec, si possible, l'ouverture de la deuxième année à l'horizon septembre 2023 et donc l'année d'après, la troisième année en septembre 2024. Mais parallèlement, puisqu'on n'avait que la première année, on s'est intéressé à un retour, puisque l'idée, c'était un retour et à un moment ou à un autre, il fallait favoriser des actions sur place. Donc, depuis 2007, on avait commencé, donc je dirais bien sans cadre, à essayer de faire revenir des étudiants pour faire le troisième cycle de médecine générale en formation délocalisée, donc des actions. Et ce matin, Bianca Fazzi en a parlé, ça s'est concrétisé par une convention où tout le monde s'est impliqué. Je vois Xavier, on a fait un certain nombre de réunions avec les URPS, avec l'ARS, avec les ordres, avec les universités partenaires. Je dirais bien que ça a été difficile, mais on y est arrivé. Ah oui, un Tamantashrad, ah oui, tout à fait. En fait, il y a environ, je dirais, on doit s'avoisiner maintenant des 300 personnes qui ont suivi ces stages en formation délocalisée. Et à l'heure actuelle, en médecine générale, puisqu'on avance lentement mais sûrement, puisqu'on a commencé en 2004, on est à la 6e ou à la 7e promotion qui commence à pouvoir revenir. Donc, pas tous les étudiants qu'on a formés. Et à l'heure actuelle, je dirais qu'on a plus de 40 retours en médecine générale sur le territoire et plus d'une vingtaine en spécialité, ce qui est quand même pas rien. Et pour nous, c'est important parce que déjà, moi, je regarde ce qui va se passer derrière. Si on crée la deuxième et la troisième année, on va avoir un socle solide de jeunes personnes qui ont suivi la première année déjà à l'Université de Corse, mais on accepte toutes les bonnes volontés pour nous aider, pour s'appuyer pour créer cette deuxième et cette troisième année. En même temps, nous travaillons aussi en partenariat direct avec les deux IFSIT de Bastia et d'Ajaccio pour la formation infirmière. Et c'est quand même 120 personnes par an, puisque c'est un diplôme en partenariat qui sont formés en partenariat avec l'Université de Corse sur la formation infirmière.
Et ce que je voulais dire, donc je ne parlerai pas de la formation continue puisque je vais laisser parler ma collègue qui est à côté. Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important dans l'optique de la création d'un CHUR, comme on a parlé le président ce matin, c'est quand même aussi de se préoccuper d'un aspect de recherche. Et donc, il faut qu'on ait un aspect de recherche spécifique par rapport à la population de la Corse et qu'on fasse quelque chose qui soit un peu innovant et pas se caler dans un moule. On sera forcément différent. Et donc là, déjà, j'en profite pour remercier Jean-Pierre Amoros qui est là-haut, parce que c'est grâce à lui quand même que déjà depuis 1994, il y a eu des activités de recherche en santé publique à l'Université de Corse, c'est-à-dire bien avant mon arrivée. Et moi, je suis un peu à la marge sur la recherche en santé, mais quand même. Et c'est lui qui a vraiment été l'initiateur de la création de l'unité recherche Bioscope Corse-Méditerranée, dynamique des infections au milieu insulaire, qui s'est concrétisée en 2013 avec le partenariat avec l'INSERM. Donc, je tiens vraiment à remercier Jean-Pierre. Et c'est clair, parce que Jean-Pierre a aussi créé le DUST, analyse des milieux biologiques, qui perdure encore et qui est toujours aussi bien développé à l'Université de Corse. Et donc, ce qui est important, c'est des thématiques en recherche. Et donc, évidemment, il y a le laboratoire de virologie, mais dans le cadre du projet ressources naturelles dont je m'occupe, il y a un axe qui s'appelle environnement et santé, où nous intéressons aux pathogènes des populations corses actuelles mais anciennes, puisque nous venons de lancer un axe en paléomicrobiologie, donc pour faire l'inventaire des pathogènes des populations corses du passé. Mais on peut lancer aussi des actions de recherche en soins primaires, puisque je rappelle aussi que maintenant les infirmières ont un CNU. Je ne vais pas parler des pratiques avancées, mais je vais parler du CNU en sciences infirmières. Donc la possibilité d'avoir des thèses et d'avoir la possibilité d'enseigner à l'université. Très bien, on voit que tout ça avance quand même pas mal. Et justement, on parle de prise de relais. Enfin, vous avez lancé la perche à Cécile Riolacci, qui est du service de la formation continue. Et justement, donc tout ça avance et tout ça est soutenu aussi, trouve un relier dans la formation continue. Oui, oui. Alors, on peut reparler avec Jean-Pierre Amoros parce que Jean-Pierre Amoros était là aussi. Et oui, il est là. Il était là aussi en ce qui concerne la formation continue dans le domaine de la santé qui a débuté à l'université avant même le travail de montage de filière qu'a très bien décrit Liliane. C'est-à-dire que vous aviez parlé tout à l'heure de, on va dire, de filières, de silos. Alors, le service commun de formation continue, il est là pour servir le montage, l'organisation, le suivi de, en effet, formations qui sont le plus souvent hors filière. C'est-à-dire que ce service essaye de répondre à des besoins en étant dans plusieurs interstices. L'interstice pré-professionnel, professionnel déjà averti, l'interstice filière déjà très structurée et future filière ou bien métiers qui sont à cheval sur plusieurs filières. Et ça avait été le cas dans les années 90, en effet. Des DU ont préexisté à l'Institut universitaire de santé qui était dédié à des professionnels de santé. Puis ensuite, bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler depuis que l'Institut universitaire de santé a, on va dire, franchi des étapes et on dirait aplani des montagnes. Donc, oui, on se souvient de certains épisodes un peu difficiles. Et donc, aujourd'hui, on est en effet, en quelque sorte, en relais, à côté, mais les DU que nous pouvons porter, qui ont trait à la santé d'une manière générale, sont évidemment hébergés à l'Institut universitaire de santé. Et si on parle de territoire, nous, je crois que j'ai vu Lesia Sargentini par là. Oui, voilà. Par exemple, plusieurs sujets qui ont été évoqués ici ont donné lieu aussi à des études du DU qui est
en intelligence économique, parce que ce DU en intelligence économique, en réalité, sa dénomination complète, c'est DU en intelligence économique territoriale. Hein. Donc, il y a eu sur les data, il y a eu sur le vieillissement de la population. Sur la prospective aussi, je crois. Voilà. Et donc, ce DU-là, notamment, qui est à la fois dans un interstice, mais aussi, on va dire, très ouvert, il est en propre hébergé par notre service. Et ce qui est important pour la santé, c'est que c'est à la fois au croisement des individus collectifs et au croisement aussi de beaucoup de sciences différentes. Hein. Il y a les sciences de l'éducation parce qu'il y avait eu des journées thérapeutiques du patient. Il y a voilà tout. Donc ça peut faire il y a une certaine agilité voilà. avec la formation continue qui voilà. permet d'expérimenter des choses à travers les DU. Hein. Diplôme universitaire, ça aussi c'est un acronyme, mais voilà, cette fois-ci d'université. Merci aux intervenantes de cette table ronde. On peut les applaudir effectivement. Avant de passer à la synthèse avec Jean-Félix Acquavive et avec Laurent Mériade, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions, des points de précision par rapport à cette séquence? Voilà, sur l'enseignement, sur les questions d'enseignement. En tout cas, on voit que tout ça évolue de manière assez agile et on sent bien qu'il y a une volonté de coller aux besoins du territoire. Peut-être le rôle d'une chaire, j'ai envie de poser juste une petite question à Corinne. Oui, tu peux pas partir comme ça, Corinne, mais c'est quoi finalement le rôle d'une chaire dans tout ça? Alors, pour la nôtre, hein, parce qu'il y a plusieurs formats de chaire. Donc, pour la nôtre, au départ, on l'a conçue comme une chaire de recherche au service des acteurs du territoire, justement. Ah, tu voulais... Non oh. Au service du territoire, puisque au départ, on a conçu notre programme scientifique avec Laurent, avec nos partenaires fondateurs qui étaient une entrée par la cancérologie au départ avec le Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, les 2 centres de lutte contre le cancer de notre territoire, et puis le CHU, la métropole, et puis des startups aussi qui étaient partie prenante dans notre chaire. Et donc, on a dégagé des programmes de recherche autour des parcours de soins intégrés. Alors, on a beaucoup parlé d'intégration, mais de coordination, pardon. Mais nous, avec Laurent, on utilise une autre grille qui nous paraît peut-être un peu plus poussée, ce qu'on appelle les parcours intégrés, non pas les parcours coordonnés, mais les parcours intégrés. Et on s'appuie sur des cadres d'analyse qui ont été développés essentiellement en Amérique du Nord pour lire la coordination de la manière la plus poussée possible. Donc, on a développé ces programmes, ce qui nous a permis, au départ, on n'était pas très nombreux, on était tous les deux, voilà. On s'est lancé là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, on a obtenu des financements pour des thèses. Aujourd'hui, on a 8 doctorants qui travaillent sur nos thématiques, donc santé et territoire, plus des doctorants, 2 autres, qui travaillent sur des thématiques un peu plus transversales en management de la santé, on va dire, ou management public. Et puis, quelques collègues qui sont venus nous rejoindre. On a développé des méthodologies de diagnostic, comme on a pu vous les montrer. Et aujourd'hui, on étudie un peu plus précisément comment ces recommandations peuvent se déployer à l'échelle du territoire, par exemple, maison oncologique de santé, des choses comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait donner lieu? Et puis, on travaille, parce qu'on est un territoire, j'en parlais tout à l'heure, marqué par un fort thermalisme. On travaille aussi sur la question du positionnement du thermalisme dans les parcours de soins et de santé, par exemple. C'est un vrai enjeu et économique et aussi de santé pour nos territoires, et en particulier parce que nos stations thermales sont souvent localisées dans des petites villes avec un écosystème de santé qui est particulier, parce qu'on a du coup souvent un petit hôpital qui est adossé, on a aussi des professionnels de santé.
Voilà. Et par ailleurs, donc on a fait notre bilan académique devant la fondation pour demander la reconduction de la chaire. On a aussi développé des partenariats internationaux. On travaille avec le Québec, en l'occurrence, parce qu'ils ont des problématiques de territoire à des échelles bien plus vastes que nous, sur des problématiques de distance bien plus vastes que nous. Donc, on travaille avec eux autour de cette compréhension de la coordination en santé. Et sur le deuxième volet, donc celui qu'on entame, parce qu'on a beaucoup de sollicitations aujourd'hui des acteurs, en particulier politiques, c'est-à-dire des élus et des collectivités pour les accompagner sur la mise en place de choses à l'échelle de leur territoire, comme on a pu le restituer. On est en train de voir aussi et de mettre en place des formations, donc pour faire le lien avec le côté académique, plus académique et universitaire. Par exemple, on ouvre à la rentrée un DU management des équipes médicales où on va former des chefs de pôle, des médecins sur la partie un peu plus managériale et la partie écosystémique en santé. Et puis on met en place des formations un petit peu plus ponctuelles. Donc la chaire évolue aussi vers un accompagnement à la formation. Et je rebondis sur ce qui a été dit. Par exemple, fait partie d'un groupe de travail régional sur les sciences infirmières. Et on travaille aussi sur la manière dont on peut, avec nos partenaires hospitaliers, mettre en place des programmes de recherche autour des sciences infirmières avec nous, gestionnaires, parce que finalement, on a des problématiques qui ne sont pas si éloignées que cela. Voilà. Merci beaucoup Corinne pour ce complément, et c'est important puisqu'on est ici dans le cadre d'une chaire. On va prendre une dernière question, Sébastien, ou une remarque Ouais, c'était une petite remarque, mais je ne voudrais pas prendre. Quelqu'un voulait poser une question? Non, je ne voudrais pas prendre la parole de quelqu'un d'autre. J'ai juste trois remarques très très brèves. La première par rapport à ce que tu as dit, Corinne, vu qu'on avait discuté à la pause autour des agents communautaires de santé ou des organisateurs communautaires de santé. Effectivement, c'est une profession qui n'existe pas réellement en France. Il y a des animateurs territoriaux de santé. Moi, ça fait un moment que je me demande si ce n'est pas un des chaînons manquants pour lier santé et territoire. Mais je constate aussi que les pays dans lesquels j'observe l'existence de cette profession-là sont des pays dont les soins primaires sont fortement territorialisés, sont organisés sur des territoires bien définis. C'était ma première remarque. Ma deuxième, c'est autour des nouvelles professions et des nouveaux enjeux de formation. J'ai écouté avec attention la personne qui témoignait de son expérience d'IPA, d'infirmière de pratique avancée. Et dans la région où je réside, on a des IPA qui dressent un bilan moins positif de leur expérience professionnelle parce que les interactions avec les médecins sont difficiles. Et donc, je me demande si dans la formation médicale, il n'y a pas des choses à changer aussi pour apprendre aux médecins très tôt ces nouveaux enjeux ou ces nouveaux partenaires qu'ils vont avoir dans leur exercice. Et puis le dernier point, c'était sur l'idée qu'il y a des nouveaux métiers. Il y a effectivement dans la coordination, j'observe moi dans un programme de recherche le métier de coordinatrice en maison de santé pluriprofessionnelle. Et je me pose là aussi la question sur la durabilité de ce métier, dans le sens où les personnes que je croise c'est un métier qui est récent, mais je croise déjà des personnes qui sont épuisées. Je croise déjà des personnes qui se disent je ne suis vraiment pas rémunéré à la hauteur de la charge de travail que j'ai. Donc, est-ce qu'on a bien défini ce métier, ou est-ce que là, dans le tâtonnement qui est normal quand on innove et quand on change quelque chose, est-ce qu'on n'a pas un progrès à faire? Une dimension importante. Il y avait une question supplémentaire ou une remarque supplémentaire. Juste remarquer, on a de la chance, c'est qu'on travaille en binôme. On a travaillé en binôme dans la maison de santé. Elle est coordinatrice, je suis médecin leader et du coup on est dans le montage de projet depuis le début ensemble, et c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien et qu'il n'y a pas de problème d'interaction. J'ai pas une conception de la médecine verticale, j'ai une conception de la médecine transversale, et donc on travaille ensemble dans l'intérêt du patient, en plaçant le patient au centre des décisions qui le concernent pour sa santé, et c'est pour ça que ça marche bien. On a eu l'occasion d'en témoigner aussi au congrès des IPA à Paris, et effectivement on a l'impression d'être un peu des extraterrestres parmi des choses où ça dysfonctionne. Mais bon, on voulait quand même témoigner que ça peut fonctionner bien. Et sur le modèle économique, effectivement, il y a des réflexions au niveau national, et donc les maisons de santé vont pouvoir en fait rémunérer éventuellement les IPA en salariat.
Voilà, au lieu que ce soit en modèle libéral. Donc ça, on est en réflexion aussi pour ça. Et pour la coordination, effectivement, donc Clarisse, elle ne vous a pas donné toutes ses casquettes, c'est-à-dire qu'elle a été donc coordinatrice du projet de santé de la maison de santé, et en même temps qu'elle a fait sa formation IPA, elle a été coordinatrice du projet CPTS et de la CPTS. Donc la mission de coordination, elle est complètement intégrée aussi dans la fonction d'IPA, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, il y a effectivement des missions cliniques auprès du patient et puis après des missions de formation des pairs, voilà, de leadership et bien sûr aussi de coordination. Voilà. Je pense que les universitaires et les formations qui sont déroulées travaillent aussi là-dessus dans les sciences cliniques infirmières. Tout à fait. Merci. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, c'est bon. Peut-être une réaction de votre part. Non, tout est bon. Je pense qu'on a été très clair effectivement sur ces enjeux de formation. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci pour cette dernière. Voilà, c'était important de revenir à ces questions de formation et des approches. Et on voit que ça évolue, on voit que c'est agile au travers différents dispositifs.